Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une famille hyper connectée qui a quand même besoin de temps en temps de conseils pour décrocher. Vous la connaissez bien, il s'agit de la famille tout écran qu'on retrouve dans notre focus en partenariat avec le Clémy. Elle a une idée derrière la tête. Vous la connaissez bien aussi, c'est Jeanne Dreyfus, notre historienne de l'art. Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous faire passer littéralement une nuit blanche, l'événement qui revient ce week-end dans l'agglomération parisienne, mais pas que. Mais oui, demain, samedi 1er octobre, a lieu un anniversaire à part dans la vie culturelle parisienne, mais pas que, les 20 ans donc, de la manifestation artistique Nuit Blanche. Alors, pour l'occasion, donc, on découvre les projets les plus fous des artistes contemporains qui vont donc œuvrer à Paris, mais aussi cette année dans quelques villes en région. Allez, au retour à la réalité, en tout cas sur ce plateau, mais réalité virtuelle, augmentée ou encore hologramme, des technologies immersives qui permettraient d'améliorer les apprentissages de près de 10%. Alors, le roi des univers virtuels, le métavers, pourrait-il avoir justement un rôle de nouveau terrain de jeu pour l'éducation? L'école en immersion, on en parle avec nos invités du jour. Dylan Texera, vous êtes le cofondateur d'EduSign. Bonjour à vous, Dylan. Bonjour. Et Alexis Clouet. Alexis, vous êtes le Chief Digital Officer de Métavers et Digital College. Bonjour à vous. Bonjour également. Mais d'abord, focus. Et on va pas se mentir, on est parfois prêt à tout pour relever des défis. Et le dernier challenge à la mode qui cartonne sur les réseaux, oui, mais est-ce qu'on prend le risque d'être un phénomène de mode ou la risée du web? La famille tout écran, saison 2, épisode 10, c'est tout de suite avec notre partenaire, le Clémy. Salut mes petits loulous, on est en live avec Myriam et Erwan. Myriam, Erwan, on est déjà plus de 20 000 personnes sur le live. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever mon défi, le Yes Maris Challenge, pour gagner un incroyable cadeau? Yes! Myriam et Erwan, c'est un truc de dingue, on est en train d'exploser tous les records, il y a plus de 80 000 personnes qui vous regardent. Alors, pour réussir le Yes Maris Challenge, je vais vous proposer 3 gages. Le premier, faire la poule. Oh là là, ça c'est de la poule de compétition. Premier gage hautement relevé. Le deuxième gage, ça va être de toucher votre nez avec la langue. Allez, c'est parti. On va dire que c'est bon. Allez, troisième gage maintenant les amis, je vais vous demander de tondre la pelouse, mais avec la bouche uniquement. C'est parti, allez go. Non, non, oh. Vous êtes sérieux? Vous alliez vraiment le faire là? C'est fou, non? Je vous avais dit ou pas? Les gens, dès que tu leur parles de challenge, ils font n'importe quoi. Genre, moi, ça me rend dingue. Quand vous participez à un challenge sur Internet, réfléchissez aux conséquences avant de passer à l'acte. Vous pouvez vous mettre dans des situations ridicules, voire dangereuses. Faites le tri, les amis. Chérie, j'ai un challenge à te proposer. Je sens que ce challenge va me plaire. Tiens, alors c'est l'heure du vaisselle challenge, ensuite il y aura le sortir les poubelles challenge et pour finir, le massage de ta femme challenge. Ah, celui-là, je peux le relever sans crainte. Eh ben non, on va essayer de relever le Talk Challenge puisqu'on ouvre tout de suite notre question du jour. Et pour parler justement de la façon dont on peut inclure ou pas l'éducation dans le futur du métavers et des technologies immersives, on est en plateau avec Dylan Texera, le cofondateur d'EduSign, et également Alexis Clouet, le Chief Digital Officer de Digital College et Metaverse College. Messieurs, d'abord, on va regarder vos modèles différents parce que vous êtes à chaque fois, et dans des modèles différents, des véritables spécialistes des technologies immersives. Dylan, pour vous et EduSign, ça se traduit tout simplement par le produit que vous avez développé. Dans un premier temps, EduSign proposait de dématérialiser les feuilles de présence pour les établissements scolaires. Exactement. Donc, au début, nous digitalisions les feuilles de présence, donc que ce soit en formation, donc dans le centre de formation, ou même en visioconférence, donc via les systèmes classiques de visioconférence, donc Teams et Zoom notamment, en permettant directement aux étudiants de démarger facilement dans ces systèmes-là. Et nous permettions du coup d'éviter d'avoir une feuille papier pour chaque formation et d'avoir les stocker 10 ans dans une salle, en fait, tout simplement. Et ce qui est extrêmement productif, aujourd'hui, vous travaillez, je crois, avec un très grand réseau d'établissements, à la fois des lycées, des collèges, mais aussi des établissements d'enseignement supérieur, c'est bien ça ?
Voilà, alors les lycées et les collèges, pas vraiment. D'accord, alors c'était pas ça du tout en fait. Il y en a peut-être de façon résiduelle, mais c'est surtout les organismes de formation, les entreprises qui font de la formation en interne, et ça peut être les universités ou tout le supérieur de manière générale également. Alexis, Digital et Métavers Collège, ce sont les deux formations que vous lancez. Alors, Digital Collège est déjà en effet en application depuis plusieurs saisons désormais. Métavers Collège lance sa toute première formation au mois d'octobre. On est à quelques semaines, à quelques jours même du coup de la première rentrée. L'idée, c'est de se dire que l'immersion, ce sont aussi des métiers et des talents à former. Exactement, c'est beaucoup de choses qui se passent derrière pour créer justement une expérience immersive, la plus immersive possible. Et aujourd'hui, on va former des étudiants à ces nouveaux métiers par le biais de toutes les technologies, donc réalité augmentée, on va dire AR, VR, et pour les faire justement réaliser tout un tas de choses qui permettront de répondre à ces nouveaux engagements d'immersion pour les étudiants et les futurs étudiants. Donc nous, on les forme tout simplement. Pour vous, les métiers justement de l'immersion, ce sont lesquels en particulier? Quelles sont les qualités sur lesquelles on va miser pour pouvoir nourrir ce secteur et ces technologies de l'immersion? On rappelle que ces technologies d'immersion, elles sont très vastes. Il y a la réalité virtuelle, il y a la réalité augmentée, l'holographie notamment, et le métavers, on y reviendra dans un instant. S'il y a un métier qu'on cible, ce serait le développeur XR pour Extended Reality. Justement, ça permet ce mot XR de dire on va ajouter toutes les possibilités d'immersion. Et évidemment, c'est un métier qui va tendre à évoluer. Dans 2 ans, ça se trouve, ce qu'on fait aujourd'hui ne sera plus d'actualité. Mais on va surtout apprendre la transversalité de ce métier-là, puisque forcément, c'est des technologies qui arrivent, qui se développent. Et donc, il faut surtout apprendre, au-delà de compétences, une mentalité pour s'informer au quotidien et utiliser de nouveaux outils, tester et proposer des solutions. Ouais. XR, en effet, comme Extended Reality ou réalité étendue, qui englobe toutes les immersions possibles, Dylan. Ça aussi, c'est un challenge qui a été intéressant à relever pour EduSign. Oui, tout à fait. Nous, dans la mesure où, à la base, on est parti d'organismes de formation qui utilisaient du papier, qui n'est pas forcément énormément de numérique, on va dire. Nous, on a dû les préparer à ça petit à petit, parce qu'avant d'aller vers le métaverse, avant d'aller vers des technologies du virtuel, il faut déjà les amener vers le numérique. Donc il y a déjà une étape à franchir qui, pour certains, ont déjà bien été franchis, du coup, en partie grâce à nous, via la numérisation, donc des feuilles de présence, mais également des questionnaires, des documents, etc. Donc c'est une première étape de transformation numérique avant d'aller peut-être dans une méta-transformation. On va plonger dans le métavers et ses débouchés, ses conséquences, ses questions aussi pour l'éducation dans un instant. Mais l'immersion justement dans l'éducation, elle a un impact très concret, mesurable et mesuré. On a beaucoup de retours d'expérience sur l'utilisation pédagogique, notamment de la réalité virtuelle, la VR qui stimulerait davantage la mémoire et l'engagement des utilisatrices et utilisateurs comparé à d'autres modalités d'apprentissage. Selon le média notamment Virtual Reality, la réalité virtuelle a permis d'améliorer les résultats d'apprentissage de ces utilisateurs de près de 10%. C'est du tangible. Vous voyez l'impact réel sur les apprenants tous les jours avec ces types de technologies, Alexis? Oui, effectivement, parce qu'avec Digital College, on a déjà tenté ce genre d'expérience et c'est les expériences préférées des étudiants. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne pourrais pas mesurer de manière scientifique cela, mais je pense que c'est dû à l'usage déjà des jeunes aujourd'hui qui sont déjà plongés dans du contenu vidéoludique, etc., etc. Et donc, forcément, on s'adapte en fait de la sorte à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et donc, ils sont mieux concentrés, ils sont plus appliqués dans cet apprentissage. En tout cas, je pense que c'est l'une des raisons qui justifie ce chiffre quand même assez impressionnant de 10% déjà. Ouais. Et Dylan, on peut aussi se dire que la réalité virtuelle dans la formation, alors c'est à la fois un progrès pour les apprentissages qui est mesurable et mesuré, mais c'est aussi un marché en tant que tel. Le cabinet de conseil IDC, d'ailleurs, il y a quelques semaines, disait que ce marché de la réalité virtuelle dans la formation donc, pourrait croître de 200% d'ici 2023. C'est plus que prometteur. Plutôt, exactement. Nous, ce qu'on vise, c'est déjà c'est le gain de temps que ça permet d'apporter. Typiquement, nous, le fait de faire passer les organismes de formation au numérique, déjà, ça leur fait gagner du temps. Les étudiants n'ont plus besoin d'émarger un par un sur une feuille, de remplir des documents, etc. Tout est fait de façon automatisée via des connexions entre les logiciels. Mais ça permet, justement, nous, typiquement, on prévoit de se connecter à certains systèmes du métaverse pour pouvoir permettre, notamment aux étudiants, d'émarger directement à l'intérieur. Actuellement, il faut pouvoir prouver que l'étudiant est en formation. Le fait qu'il soit présent dans un métaverse, en soi, c'est pas une preuve. Il faut quand même qu'on recueille
cette signature de présence pour pouvoir justement prouver que la formation a bien eu lieu, notamment. Absolument, ce sont des signes très tangibles et en effet des preuves à pouvoir apporter aux organismes de formation. On va venir justement à cette question cruciale, puisque vous l'abordez, Dylan, de l'éducation et du métavers. Alors je précise que le métavers collège, c'est pas un collège dans le métavers, mais c'est une formation au métier du métavers. L'idée, c'était justement de se dire qu'il fallait garder d'abord et avant tout une formation physique, de visu, avec les enseignants et les enseignantes pour former à ces métiers, pas la faire directement dans un univers virtuel. Non, ce serait peut-être trop tôt, puisque l'usage aujourd'hui, il est encore en train de se calibrer un petit peu. Les gens découvrent ce que c'est. Aujourd'hui, quand je ne sais pas si parmi vous avez testé justement un casque à réalité virtuelle, plus de 2 heures, on a déjà une sensation d'être perdu, etc. Donc, nous, on ne va pas tout de suite faire vivre une expérience, on va dire, de métavers, mais apprendre les compétences, les outils et garder l'expertise qu'on a chez Digital College. C'est cette proximité des étudiants avec les enseignants, avec des exercices à réaliser, effectivement, mais progressivement, les expériences se tenteront et peut-être un jour, je ne sais pas quand, mais on serait pourquoi pas en 100% expérience métaverse. Ouais. Bon, à voir. Pas pour cette rentrée d'octobre 2022, en effet. La transposition de ces campus, de ces écoles, dans des univers virtuels, immersifs. On en a vu quelques expérimentations ici dans l'École du Futur, notamment dans la toute première saison, avec Quark Éducation, qui est en train d'inaugurer le premier campus d'éducation supérieure dans le métavers. Dylan, pour vous, est-ce que c'est le futur de l'éducation? Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut répliquer, dupliquer une véritable expérience éducative d'interaction professeur-élève, classe dans ces univers virtuels? Pour moi, le futur, oui. Après, le présent, il y a encore un peu de travail, Ouais. Notamment lié à l'immersion. Avoir un casque, déjà, tous les étudiants ne peuvent pas se permettre d'acheter ce matériel. Et typiquement, j'en parlais avec le gérant d'un organisme de formation qui m'expliquait que ça fonctionne pour les étudiants qui ont un ordinateur. Donc, pas le métaverse immersif, mais le fait d'avoir tout simplement une carte avec d'autres personnes dans un espace, entre guillemets, de jeu, un espace virtuel. Donc ça fonctionne. Mais tous les étudiants, déjà, n'ont pas un ordinateur qui leur permet de faire tourner une carte en 3D, etc. Absolument. On a vu notamment, là, maintenant, des métaverses en 2D, donc qui prennent moins de performance et qui peuvent être utilisés. Mais là encore, tous les étudiants n'ont même pas des fois un ordinateur. Il y en a qui suivent leurs cours sur Teams, par exemple, via leur téléphone. Donc il y a encore un peu de travail de ce côté-là. Il y a peut-être des optimisations à faire. Ça sera pour le futur. On peut commencer effectivement par les métaverses non immersifs en 2D, etc. Et après passer petit à petit, de façon incrémentale, sur du 3D, puis sur de l'immersion. Mais si je vous entends bien, on revient quand même à l'argent et le coût de l'éducation qui reste le nerf de la guerre. En effet, pour pouvoir aller vers un futur de l'éducation qui serait peut-être dans le métavers en 3D ou en 2D, il faut déjà être équipé. Alexis. Effectivement, après, c'est quelque chose où, justement, pour les écoles, ça revient également moins cher que la location de classe, etc., etc. Donc, il y aura potentiellement, en tout cas, c'est une question qui peut se réfléchir sur prêter du matériel ou l'offrir à des étudiants, au vu du fait que derrière, ça engendre moins de frais, puisque un métavers, vous avez juste besoin d'un espace à se connecter, une connexion, et puis c'est parti. Donc, non, il y a quelque chose à faire. Et après, nous, on a une promesse, en tout cas chez Digital College et Metaverse, qui est celle d'offrir une possibilité d'apprentissage pour tous. On a un slogan qui est: on ne recrute pas l'élite, on la forme. Et en fait, on accède vraiment tous les étudiants de tous les horizons. Et donc, ça va aussi impacter dans le choix du coût de formation. On essaie d'être justement le plus disponible possible pour le maximum d'étudiants possible. Ouais. Donc, c'est une vraie question à poser par la suite. Oui, absolument. Une question qui va se poser pour essayer de ne pas créer une éducation à 2 vitesses, si cette éducation était plus immersive, justement, et de plus en plus tech. On pourrait croire que justement le métaverse, ça peut être le synonyme d'une école gratuite, libre, égalitaire. Finalement non, parce qu'on en revient déjà aux questions purement matérielles, Dylan. D'une façon, oui. Après, d'autres façons, ça permet également à des étudiants qui sont dans un autre pays, qui sont d'une zone un peu plus compliquée pour avoir accès à des formations, d'avoir accès en ligne à des formations peut-être plus qualitatives ou même des formations qu'ils n'avaient pas dans leur zone. Donc au final, après l'achat, on va dire, du matériel initial, ça leur permet d'étendre les possibles de façon quasi illimitée. Ils peuvent suivre des formations qui sont aux États-Unis sans devoir s'y rendre, par exemple, ce qui permet quand même d'avoir plus de chances d'améliorer sa formation pour un coût qui, au final, risque d'être moindre.
Mais est-ce qu'on est obligé de le faire dans un univers plus ou moins immersif, métaversien, si j'ose le terme avec vous, Alexis et Dylan? Est-ce qu'on ne peut pas déjà le faire dans d'autres solutions EdTech, sur des plateformes de cours à distance, sur des classrooms, là aussi dématérialisés? Est-ce qu'on n'a pas déjà ces briques technologiques-là sans avoir besoin d'être encore plus en immersion? Alors tout à fait, on a déjà actuellement donc, les MOOC, les formations ouvertes massives. Mais le problème de ça, c'est que globalement, il n'y a pas l'aspect social. Il n'y a pas le fait de pouvoir... Enfin, si, il y a des forums en général ou des chats, mais c'est pas très social. Alors que le fait d'avoir un métaverse, de pouvoir discuter directement avec les autres apprenants ou avec les intervenants, ça permet d'avoir une relation un peu plus sociale, d'avoir un peu plus d'échanges, ce qu'on n'a pas dans les formations en ligne ou dans les tutoriels qu'on a un peu partout, quoi. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est d'avoir cette couche d'interaction supplémentaire, cette couche de web social qui va justement venir se pluguer, en très mauvais franglais, venir s'ajouter justement aux éléments du métavers qui vont nous permettre de trouver de nouvelles ressources aussi pour approfondir ces apprentissages, pour pouvoir partager des notions. C'est ce que vous pensez aussi, Alexis? C'est absolument ça. Le but, c'est que, et l'exemple a bien été donné, nous on a par exemple un campus en ligne où l'objectif c'est que l'étudiant se sente totalement étudiant, même s'il est chez lui, et ça le permet en fait pour plein de raisons différentes. Un étudiant qui veut étudier à l'étranger, il est à l'autre bout du monde, etc. C'est d'un côté plus rentable pour lui et pour l'école. Et secondement, il y a forcément à un moment une limite de sensation d'appartenance. Et justement, le métavers viendra apporter cette idée de, il se sent comme s'il était réellement présent en école. Et ça, c'est très important pour un étudiant, surtout avec les problèmes qu'on a rencontrés pendant le confinement et autres, d'isolement, etc. C'est quelque chose qu'on veut éviter par la suite et vraiment avoir une sensation d'appartenance dans une école. Et c'est important de le mettre en place, ouais, effectivement. Appartenance et sentiment d'inclusion aussi, si je vous entends bien. Le fait de se dire que dans la même plateforme, dans le même univers immersif, on va pouvoir retrouver ses pairs, recommencer à avoir aussi peut-être des habitudes, alors avec un double virtuel certes, mais réinstaurer finalement tout ce volet d'interaction qui fait aussi le sel des études. Absolument, c'est vraiment l'engagement. Et moi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été un peu critiquées, comme l'isolement que va générer le fait de connecter un casque, mais on s'est vite rendu compte que les applications qui ont le plus de succès, c'est des interactions sociales avec des gens à l'autre bout du monde qui ont cette confiance de dire, comme je crée mon double, je peux le faire un peu plus musclé, un peu plus à l'idéal que j'ai envie. Ça permet vraiment aux gens de s'inclure et de rencontrer différentes personnes à l'autre bout du monde. Donc, par exemple, pour une Metaverse Collège, pourquoi pas créer une classe dédiée qui serait 100% internationale et d'avoir des étudiants qui se retrouvent dans une même classe, mais qui sont chacun à l'autre bout du monde. Donc ouais, ça peut être quelque chose de vraiment... on est plutôt optimiste sur ce point de vue-là, effectivement. Bon, attention quand même aux skins à acheter et aux upgrades à donner à son avatar. Ça peut être trompeur pour les soirées BDE dans un métavers. Je dis ça, je dis rien. Ça, effectivement. Dylan, justement, comment est-ce qu'on imagine le futur de ces interactions et même le futur de la vie étudiante, de la vie scolaire dans le métavers? Est-ce qu'on a déjà une idée précise de vers où on peut aller? Alors c'est compliqué d'imaginer un futur sur ça dans la mesure. Je vous demande un petit peu en effet, une réponse façon Medium et Madame Soleil, donc c'est pas évident. Mais nous, ce qu'on imagine quand même, c'est d'avoir des formations qui pourront être vraiment, en fait, qui permettront d'avoir énormément d'échanges. Typiquement, quand on est en visio, on a le contenu, on a l'information, mais on n'a pas forcément des échanges assez facilités. Dans la mesure où tout simplement c'est une caméra contre une autre caméra. Il n'y a pas de monde virtuel entre autres. On peut voir notamment à Vivatech, il y a quelques années, il y avait un système de formation au premier secours avec des lunettes connectées par exemple, qui permettait d'exécuter les gestes par exemple. Et ça permettrait typiquement à n'importe qui avec des lunettes déjà de se former lui-même de son côté par exemple au premier secours. Là où sinon il faut un mannequin qui a un certain prix, etc. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer comme ça pour certaines formations qui nécessitent du matériel. Tout simplement de se passer de ce matériel, de pouvoir chez soi se former. Absolument. Ça permet aussi d'avoir, j'imagine aussi pour ces technologies, une couche de rentabilité sur la formation, notamment en formation professionnelle. Là, on parlait de gestes au premier secours, ce qui n'a rien à voir avec la formation professionnelle, mais comment est-ce qu'on rentabilise aussi ces technologies qui peuvent être très précieuses pour l'éducation? C'est d'abord sur du très concret. Et ensuite, on peut essayer de penser à d'autres types d'applications pour l'ensemble du secteur éducatif. Non, effectivement, ça peut permettre, comme j'expliquais, j'ai donné déjà quelques éléments de réponse. Le fait d'acquérir un casque qui peut, effectivement, au début, paraître un peu onéreux, va permettre de proposer des expériences qui vont coûter relativement assez cher. Par exemple, le fait de réunir du monde pour justement parler et faire un petit événement, ça permet d'éviter de devoir à des étudiants de payer toute la logistique que
ça incombe. Et puis après, il y a plein d'expériences à faire aussi. Moi, je pense, là, c'est un autre cas, mais je pense à un enfant un peu défavorisé qui aura besoin, je sais pas, d'apprendre le piano, d'apprendre certaines choses. Tous ces coûts-là peuvent être justement pris en charge par la réalité virtuelle, tant que la technologie arrive et devient de plus en plus performante. Mais je pense qu'il y a plein de choses, plein de sujets où la problématique justement économique sera répondue par ce casque à réalité. En tout cas, on l'espère, ouais. L'éducation en immersion avec toutes les technologies justement de réalité étendue. Est-ce que le futur de l'école, c'est le métavers? On continue à en parler avec nos invités Dylan Texeira et Alexis Chloé dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Edouard Nio. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Dylan Texeira pour EduSign et d'Alexis Chloé pour Digital College et Metaverse College. Aujourd'hui, vous le savez, on parle de la façon dont l'immersion et le métavers peuvent nous permettre d'aller plus loin pour l'école et l'éducation. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, tu as décidé de nous faire passer une nuit blanche car l'événement revient ce samedi, demain donc, un événement à Paris, mais pas que. Oui, tout à fait. Pas que à Paris, parce que c'est un événement à la dimension particulière cette année. Car cette année, la Nuit Blanche fête ses 20 ans. 20 ans que chaque premier samedi du mois d'octobre, pour supporter l'amorosité de ce premier mois d'automne, qui parfois fait la tristesse des Parisiens, mais toujours le bonheur des psychanalystes et équipementiers en divan, chaque premier samedi du mois d'octobre donc, a lieu cette Nuit Blanche, la seule nuit de l'année où les insomniaques peuvent être heureux de l'être, car depuis sa création en 2002, la Nuit Blanche, c'est devenu une manifestation artistique dédiée à l'art contemporain qui compte plus de 4000 artistes français et étrangers, plus d'1 million de visiteurs tous les ans. Et ça a lieu dans l'ensemble de la métropole du Grand Paris, ainsi que cette année à Rouen et au Havre. Et depuis sa naissance, l'événement parisien a fait des émules. Plus de 30 villes au monde ont repris le concept, dont Venise, Montréal, Miami, mais aussi Bruxelles, Buenos Aires, bref, cocorico. Waouh, 20 ans, oui, ça se fête. Il y a des choses
particulièrement intéressantes de prévues? Eh bien, déjà, changement de programme. C'est la dernière année que la Nuit Blanche se passera donc en octobre. Les prochaines auront lieu en juin. Mais pour cet anniversaire donc, des 20 ans, il y aura un dialogue entre passé et présent qui se fera au cœur même de la capitale, puisque une rétrospective photo aura lieu à l'Hôtel de Ville. 20 ans de Nuit Blanche revivront sous forme de photographies, de films projetés sur les grilles de l'Hôtel de Ville, où aura également lieu un concert, ainsi qu'une dégustation de macarons Pierre Hermé, qui, pour l'occasion, aura Est-ce qu'il y aura des ispahan ou pas? Est-ce qu'il y aura des quoi? Des ispahan. Ah, écoute, je ne sais C'est pas. un macaron très particulier chez Pierre Hermé. Juste ça, je dis rien, voilà. Il faut demander à la mairie de Paris. Et en tout cas, Pierre Hermé aura aussi fait un gâteau spécial sculpté à l'effigie du thème de cette année de la Nuit Blanche. Mais quel est-il, ce thème? Comment est-ce qu'on peut sculpter d'ailleurs un gâteau en hommage à un thème? Ça, c'est intéressant. Eh bien, tu vas le voir, parce que notamment ce thème, c'est le Jardin des Délices. Donc, quel thème meilleur pour inspirer Pierre Hermé? Le Jardin des Délices, c'est un triptyque célébrissime de Jérôme Bosch qui représente de gauche à droite le paradis avec Adam et Ève qui sont mariés par Jésus, l'humanité pécheresse avant le déluge et l'enfer à droite. Et c'est une fantasmagorie qui grouille de détails plus chelous les uns que les autres, mais peu importe, ça montre les tentations terrestres de nature largement charnelle. Et vas-y, qu'on a tous oublié de s'habiller et qu'on serait pas un peu nombreux sous le tipi arboré orange et que ça part au milieu avec le poisson géant du voisin et qu'à droite, ça donne des tomates cerises à la chouette qui a un tout autre régime alimentaire. Enfin, tous ces exemples considérés à l'époque comme des péchés conduisant à la damnation. Donc, à l'enfer, où règne le froid, où les êtres sont dévorés par des chimères. Bref, un enfer qui donne froid dans le dos. Et ainsi, l'œuvre de cette année qu'il faut particulièrement voir, c'est une œuvre du trio d'artistes néerlandais Smack, une œuvre qui s'appelle Speculum et qui réinterprète le Jardin des Délices, mais sa version complètement dans un monde contemporain. Allez, bande-annonce. Dans leur version contemporaine, l'enfer rime avec surveillance, paradis avec chat géant, ça changera jamais, humanité avec obsession du miroir de soi et omniprésence du visage. Cette œuvre extraordinaire, elle sera diffusée en simultané à Paris au jardin Nelson Mandela et dans la cour de lettres Saint-Maclou à Rouen. Internet aussi, ça rime avec les chats, ça tombe bien. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour nous? Oui, je partirai sur 3 zones parisiennes où j'ai sélectionné des événements. Donc le centre de Paris ou sur la piazza du centre Georges Pompidou, musée d'art moderne, une sculpture géante de mousse multicolore par l'artiste allemande Stéphanie Lüning se tiendra. Alors donc là, on voit une de ses productions où l'espace est envahi de coulées de mousse expansive aux couleurs de l'arc-en-ciel, où on a l'impression d'être dans un monde dont on s'étonnerait pas trop qu'en sortent des licornes qui attendraient au feu rouge à côté de la rue Beaubourg. Voilà, juste. Je te dirais si j'en croise une rue Beaubourg de licorne au feu rouge. Voilà. Non mais vraiment, ça peut arriver. Juste à côté du bus 38, c'est normal de respecter le code de la route. Bref, c'est pas la peine de chevaucher une licorne ou de prendre un bus pour aller juste à côté, à la canopée du centre, à la canopée de Châtelet, qui se trouve donc vraiment à 5 minutes à pied. Là-bas, rendez-vous pour une autre fantasmagorie animée par l'une des chantres de la WAC Dance, Mounia Nassangar. Vous ne savez pas ce que c'est que la WAC, pour tous en tout cas. Bref, retour sur la WAC Party que Mounia Nassangar avait organisée à la Gaîté Lyrique en février. Ça donne envie de wacker. Évidemment, et en plus, c'est une danse qui se joue particulièrement avec les bras. Et pour la Nuit Blanche, elle sera intégrée, cette danse, à un défilé géant et dansé de la marque inclusive Cocher, se finissant en Soul Train Line géante. La Soul Train Line, c'est une tendance du disco qui consiste à ce que deux groupes, tout le public se divise en 2 groupes qui vont de part et d'autre un peu de la salle, qui laissent un couloir où au centre, un couple passe en faisant ses plus belles lignes, ses plus beaux pas de disco. Ça promet un
Ça peut être fou, cette soirée. Mais complètement, on a très envie d'y être. Si parfois, on n'est pas forcément à Paris, et si on a envie de passer cette nuit blanche ailleurs, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, malheureusement, Marjorie, je vais te répondre. On peut pas. On peut, c'est moche. À Rouen et au Havre, s'informer de toutes les œuvres qui seront en communication avec Paris. Mais moi, je vais rester dans la capitale parce que c'est là où se tiennent malheureusement pour la région les événements les plus fous. J'en retiendrai que 2. Donc, le rendez-vous à la piscine Molitor pour continuer dans l'esprit 70s et les accents arc-en-ciel avec le projet de l'artiste américaine Annie Sperling, qui est une déesse star qui a travaillé avec Billie Eilish et Miley Cyrus, à Paris, capitale du swag. Bref, elle a organisé un Liquid Art Show à la piscine Molitor, donc, où un concert sera accompagné d'une danse de Kitten DeVille, qui est une artiste du néo-burlesque, accrochée à une balançoire au-dessus du bassin, qui dansera, le tout au sein d'une projection lumineuse qui jouera avec l'aspect mouvant de l'eau dans le bassin, afin de brouiller encore un petit peu plus les frontières entre le rêve et la réalité. Et j'en finirai avec une dernière féerie qui s'appelle Constellation de Joanie Lemercier, un artiste dont on a déjà parlé ici dans l'École du Futur, parce que cet artiste joue avec l'espace, la 3 dimensions, les projections. Il projettera donc sur un nuage de gouttes en suspension qui fait office d'écran, la matérialisation d'une voie lactée, le tout au-dessus du canal de l'Ourcq, pour une exploration poétique du ciel étoilé, une expérience immersive et émerveillée du cosmos dans le parc de la Villette. Voilà. Ah, c'est très beau. Je ne sais pas quoi choisir moi, entre toutes ces propositions. Alexis, Dylan, vous avez retenu une proposition de Jeanne qui vous séduit pour passer cette nuit blanche? La piscine, tout le jeu de couleurs. Piscine Molitor, très bon choix. Dylan? J'aurais mieux dans le métaverse, du coup. Une nuit blanche dans le métavers. Tiens, ça nous rappelle notre thématique du jour. Moi, je retiendrai un truc qu'il ne faut jamais donner de tomates cerises. Oh, chouette. Jamais. Non, c'est une très mauvaise idée. Merci infiniment, dis donc, Jeanne, pour toutes ces idées. On rouvre notre talk tout de suite avec Dylan et avec Alexis. On va essayer de comprendre si, au-delà de passer une nuit blanche dans le métavers, est-ce qu'on peut surtout aller y apprendre quelque chose? Et pour continuer à en parler, Dylan Texera est à nos côtés, cofondateur d'EduSign. EduSign, c'est... EduSign, c'est une solution qui permet aux organismes de formation, aux écoles et aux entreprises qui font de la formation en interne de dématérialiser la plupart des processus. Donc, tout simplement, on va avoir la gestion des présences, les questionnaires, tout ce qui est émargement de manière générale, donc les absences, etc., et la signature de documents. Donc, tout typiquement, les contrats, les conventions de stage, les contrats d'alternance, etc. Et Alexis Clouet pour Digital et Metaverse Collège. Metaverse Collège, c'est donc cette école qui ouvre ses portes dans quelques jours, octobre, pour former au métier du métavers et non pas à l'éducation dans le métavers. Mais justement, on va inverser la proposition avec vous, notamment Alexis, parce qu'on se pose depuis le début de cette émission cette question de savoir ce que le métavers, les technologies immersives apportent justement à l'éducation. On a compris que c'était un secteur qui allait avoir un nombre de métiers assez considérable à pouvoir apporter. Il va falloir les former, c'est ce que vous vous employez à faire, notamment avec Digital et Metaverse Collège. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs, du nombre de métiers qui vont être générés par le métavers lui-même? On n'a pas de chiffres réels directement, mais juste c'est Meta qui souhaite recruter déjà donc le groupe Facebook renommé, qui souhaite regrouper 10 000 personnes dans ces métiers par an, rien qu'en Europe. Donc ça peut donner déjà une immersion de ce que ça peut représenter dans le futur. Donc rien que ça, déjà, c'est un bon signe pour les étudiants qu'on va former et qui auront des propositions quand même assez intéressantes, parce que le groupe Meta, c'est pas rien. À ce niveau-là, mais sinon, non, il y aura forcément énormément de métiers qui vont être bouleversés. Pour l'instant, pas encore de chiffres, mais celui-ci est déjà bien un bon indicateur, en tout cas. Alors, on a regardé ensemble l'éventualité d'un métavers qui pourrait être utile, notamment pour l'enseignement supérieur. On a parlé de ces campus qui sont en train de se créer dans des métavers, notamment Quark Éducation. Enseignement supérieur, oui, mais est-ce que ça peut être adapté pour les écoliers, les collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes? Est-ce que ces technologies vont pouvoir d'abord, de façon très pratique, être supportées par des enfants, notamment quand on va parler de métavers extrêmement immersifs, 3D, où on va avoir besoin de lunettes pour pouvoir justement être en immersion. Est-ce qu'on peut l'utiliser à tous les âges, Dylan?
Je pense que pour tout ce qui va être enfant ou on va dire début de l'adolescence, c'est pas forcément une bonne idée puisque c'est à cet âge-là qu'on a besoin vraiment de relations sociales, de relations humaines en fait. Hein. Peut-être qu'après on pourrait penser pour les lycéens et du coup pour l'éducation du supérieur, du blended en fait tout simplement, donc une partie en présentiel, une partie en virtuel. Mais pour les enfants, je pense que ça serait pour l'instant pas une bonne idée. Après peut-être qu'on trouvera des solutions dans le futur. Donc plutôt de l'hybridité pour vous. Et je croyais justement que vous m'avez dit tout à l'heure que l'intérêt du métavers, c'était d'apporter la couche sociale et de socialisation, donc de recréer ces relations sociales dans un univers immersif, dites donc. Alexis, est-ce qu'en effet on y croit pour les écoliers et les écolières, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, ou est-ce qu'il faut attendre? Assez proche de l'avis de Dylan. Cependant, je trouve qu'on peut quand même, pour des enfants, pour des sortes d'expériences éducatives, un peu pour jouer le chimiste, le scientifique, ce genre de choses, proposer des solutions. Par contre, oui, faudrait encadrer, et surtout pas d'un seul coup tout full remote pour des enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Ce serait, je pense, assez préoccupant. Donc non, progressivement, oui, avec des expériences un peu uniques, oui, mais pas dans le même cadre que lycéens et adultes, en tout cas, c'est sûr. Et on peut penser notamment à l'utilisation des hologrammes, notamment pour pouvoir là aussi avoir une couche de réalité qui s'implémente sur un décor réel cette fois-ci, et avoir l'impression de pouvoir manipuler dans le cadre d'un cours de chimie, comme vous le proposiez Alexis, voir justement le tableau, la table des éléments par exemple, qui est en train de se dérouler devant nous, pouvoir réaliser une expérience à distance. C'est en tout cas une des propositions, notamment, on l'a nommé tout à l'heure, de Meta, le nouveau nom de Facebook, en effet, qui propose notamment d'utiliser de plus en plus d'applications dans son futur métavers Horizon World pour pouvoir, là aussi, proposer une nouvelle façon d'aborder les matières fondamentales, les apprentissages, les contenus aux enseignants et aux enseignantes. Qu'est-ce que ça change justement pour les enseignants et les enseignantes? L'idée de se dire de se projeter et de se dire qu'ils pourront peut-être bientôt enseigner dans ces univers immersifs avec ce nombre de réalités à maîtriser. Pour nous, c'est hyper important parce que de toute façon, déjà avec Digital College et Métavers, même si on n'est pas encore effectivement du full remote dans le méta, on va quand même proposer des expériences innovantes. Et on remarque que les étudiants, c'est ce qu'ils retiennent le plus, ce qui dans 5 ans vont retenir le plus. Et c'est une mauvaise pub de dire ça, mais on ne retient pas le cours par cœur qu'on a eu il y a 10 ans. Je ne me souviens plus de mes années lycée. Par contre, je me souviens de mes expériences pédagogiques. Et c'est ça qui va être recherché. C'est de faire vivre une expérience à des étudiants et qui sentent cette expérience comme la plus réelle possible. Et donc, forcément, ces outils vont nous permettre d'avoir une solution par rapport à ça, par exemple. C'est intéressant d'ailleurs. Est-ce que c'est une des clés pour co-créer l'éducation de demain, se dire qu'il faut l'aborder comme une expérience éducative avant tout et non pas comme un savoir fondamental, peut-être un petit peu plus rébarbatif parfois? C'est ça, je suis totalement d'accord avec ça et c'est vraiment sur quoi on va se lancer. Il faut que quand même le savoir se transmette de la manière habituelle, c'est-à-dire entre un intervenant ainsi que ses étudiants, mais l'expérience pédagogique, c'est elle qui doit être renouvelée et qui doit répondre aussi aux consommations des futurs étudiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune se divertit par le biais du numérique, par les jeux vidéo, par TikTok, par ce genre de choses. Et si on ne répond pas à sa consommation habituelle, en fait, il va se sentir un petit peu exclu de sa façon de vivre. Donc justement, c'est également pour répondre à un mode de consommation qui est en train d'évoluer. Oui. L'éducation, si vous nous le dites, ça peut être aussi... non, pardon, je vais la reprendre parce que si je dis l'éducation, c'est la consommation, je pense qu'il y a une partie des profs qui vont hurler. Donc je vais essayer de reprendre cette question-là. Un métavers qui change donc aussi la donne pour les enseignants et les enseignantes. Dylan, du côté d'EduSign, comment est-ce que vous voyez justement cet apprentissage du numérique et de ces technologies immersives arriver pour les enseignants et enseignantes? Dans un premier temps, il faut qu'ils soient formés au numérique. Typiquement, donc, des intervenants qui sont dans l'informatique, dans le web, etc., ils n'auront pas trop de soucis. Mais nous, par exemple, typiquement chez EduSign, déjà pas pour le métaverse, mais du coup pour former les intervenants à utiliser une plateforme en ligne, on doit justement les former. Parce que il y en a beaucoup, ils n'ont pas fait de numérique parce que c'est peut-être pas leur domaine de formation, parce que c'est pas leur souhait, etc. Donc voilà. Donc nous, on les forme à ça. Mais c'est la première étape, on va dire, avant d'aller au métaverse. Et je pense que ça pourrait perdre certains intervenants qui ne souhaitent pas tout simplement faire de la formation dans le métaverse et préfèrent la réalité, on va dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'éducation aussi fasse sa propre transformation numérique avant même de penser aux étapes à venir en immersion? Exactement. Il faut pouvoir faire cette transformation étape par étape
pour éviter tout simplement de passer d'un monde réel à directement des profs dans le métaverse et qu'ils soient perdus, parce qu'au final, on sait que les étudiants de nos jours maîtrisent mieux la 3D, les jeux, etc. Donc en fait, les profs vont se retrouver perdus face à des étudiants qui connaissent le système. Ouais. Et du coup, en fait, ça risque de perdre les profs, en fait, tout simplement. Oui, c'est ce décalage justement entre la maîtrise du numérique des profs et des élèves contre lequel vous nous mettez en garde. Alexis, alors je rappelle encore une fois que Metaverse Collège, c'est une formation au métier du métavers et non pas une école dans le métavers, mais vous utilisez énormément de technologies différentes chez Digital College et Metaverse College pour pouvoir favoriser ces apprentissages. Qu'est-ce que vous dites à vos enseignants et enseignantes? Comment est-ce qu'eux s'approprient ces technologies avec lesquelles ils peuvent jouer? L'avantage qu'on a, c'est qu'on est une école qui forme à ces métiers. Donc déjà, les enseignants ont cette expérience et effectivement, on n'a pas cette formation à leur faire. Donc généralement, c'est des gens qui sont au cœur de leur métier, professionnels, qui vivent de ça. Donc quand ils interviennent, ils ont déjà limite toute la sensibilisation qui est faite. Donc de notre côté, on s'en sort plutôt bien, puisqu'on va chercher justement des enseignants qui sont dans des entreprises acteurs, soit du digital pour Digital College, soit du métavers pour Metaverse College. Donc là-dessus, on a plutôt pas de la chance, mais c'est normal puisque c'est le secteur qui veut ça et on forme à ces métiers-là. Donc les enseignants sont déjà un petit peu éduqués là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose, une bonne remarque de se dire qu'aujourd'hui, c'est surtout les jeunes qui vont avoir vraiment une meilleure expérience d'usage. C'est le cas notamment des nouveaux réseaux sociaux. Moi, je suis déjà un peu perdu sur TikTok, par exemple, par rapport à ça, pour dire. Et en fait, c'est là où il faut quand même, malgré tout, même si nos enseignants sont un petit peu éduqués là-dessus et sensibilisés là-dessus, vraiment s'enseigner, apprendre, échanger avec ces étudiants-là, parce qu'eux, ils ont un usage beaucoup plus rapide et un apprentissage au quotidien qui est beaucoup plus fort, quoi. Donc, quelles sont les solutions pour mettre profs et élèves au diapason numérique? De la formation, je pense. On va devoir y passer et tout simplement, petit à petit, les former à ça. Tout simplement, commencer par la formation hybride. Petit à petit, passer sur de la formation peut-être dans le numérique, dans le métaverse, etc. Mais dans tous les cas, ça va être de la formation pour les intervenants pour pouvoir s'y mettre. Il n'y a pas le choix. Une formation que le secteur des EdTech, des technologies de l'éducation, est prêt justement à amener aussi? Pour le peu d'entreprises, pour les entreprises, on a déjà vraiment beaucoup d'échanges là-dessus. Ouais, c'est des personnes qui sont déjà un petit peu sensibilisées. Maintenant, là, moi, on parle forcément d'une école privée avec des intervenants forcément issus du monde professionnel. Mais si on pense aux universités, etc., il y a forcément un travail à faire éducatif dans le sens un peu plus large. Donc, effectivement, je pense qu'il y aura peut-être des collaborations à faire entre des universités publiques et des entreprises ou des associations, ce genre de choses, pour sensibiliser effectivement et former les enseignants à cette nouveauté disruptive qui va vraiment de toute façon arriver et donc qu'on devra rattraper quoi qu'il arrive. On a forcément, je pense, pas le choix dans quelques années, donc voilà.